Bonjour à tous et bienvenue dans la jungle de Story Jungle et bonjour Virginie. Donc, Bonjour Gilles. voilà, alors on le disait, effectivement, on fait la guerre à l'eau tiède, nous à Story Jungle. Très Donc sympa le générique. il va pas y avoir d'eau tiède aujourd'hui. On va parler, donc du nouveau parcours, de vente en B2B, et des nouveaux acheteurs, B2B. Bonjour Florian, bonjour Samy, bonjour Thierry, bonjour à tous. L'idée, c'est qu'on en discute ensemble. Donc, n'hésitez pas à poser l'ensemble de vos questions directement et on les prendra au fil de l'eau. On est ensemble pour à peu près une demi-heure. Et donc, bonjour Virginie. Donc, tu es directrice brand et marketing de HubSpot France. C'est bien ça? Absolument, c'est ça. Effectivement, j'ai rejoint HubSpot il y a maintenant 1 an. Ça passe très vite, effectivement, pour m'occuper de la marque et du marketing pour HubSpot en France. Voilà. Et on s'est croisé en fait à un événement avec LinkedIn. Et donc dans cet événement pour LinkedIn, tu avais donc commencé ton speech avec effectivement une synthèse de différentes études, dont des études HubSpot, mais pas que, Ouais. sur justement le nouvel acheteur B2B. Alors je me suis dit là, il y a vraiment des trucs qu'on reconnaît nous dans ce qu'on voit, dans ce qu'on constate dans le marché. Et donc, je voulais qu'on en parle ensemble. Et surtout, alors, l'idée, on va essayer de faire ça un petit peu en 3 parties. On va d'abord parler de, effectivement, donc le nouvel acheteur B2B et effectivement, en quoi il est différent de l'ancien, acheteur B2B. On va parler aussi un peu des tactiques qu'on peut mettre en place, justement, dans ce nouveau contexte. Et vous avez fait une grosse release de plein de nouvelles fonctionnalités au début du mois de mai. Et donc, on en parlera aussi, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes, évidemment en ligne avec ce qu'on va se dire aujourd'hui. Super, Ça te va? c'est parfait. On y va. Alors, donc, qu'a-t-il de différent, le nouvel acheteur B2B, par rapport à ses aînés? Eh bien, écoute, déjà, ce dont on s'est rendu compte, et c'est ce qui nous a poussé aussi un peu à s'intéresser, à s'interroger plus profondément, c'est qu'on se rend compte en fait que ce client B2B ne veut plus parler aux commerciaux. Donc c'est assez compliqué effectivement quand on demande aux équipes commerciales de prospecter de plus en plus, hein. On voit effectivement une accélération de l'outbound dans pas mal d'entreprises. Et donc on a cherché à comprendre pourquoi c'était si difficile pour les commerciaux de prospecter. On le voit, la conquête commerciale est difficile pour les commerciaux et les marketeurs. Et on se rend compte finalement que ce nouveau client B2B, il est autonome. Il veut rester autonome sur une grosse partie de son parcours, surtout dans une phase de découverte. Alors, je t'ai préparé les quelques chiffres qu'on avait évoqués ensemble chez LinkedIn, mais Ouais. c'est vrai qu'on a des chiffres assez marquants. 96% des prospects mènent leur propre recherche avant de s'intéresser à un commercial. Donc, c'est en fait quasi tous les prospects. Et puis surtout, on a 71% qui souhaitent rester indépendants tout au long du parcours. Et on en a même 83% qui veulent rester totalement autonomes et commander même en libre service sur Internet. Donc, c'est assez difficile d'engager effectivement avec des gens qui ne veulent pas te parler, Ils finalement. veulent plus parler aux commerciaux. Ils ne veulent plus parler aux commerciaux. Alors, pourquoi? Ça vient d'où? Je pense aussi parce que ils sont pas mal sollicités. Aujourd'hui, quand tu télécharges un livre blanc, quand tu remplis un formulaire, tu es quand même tout de suite très rapidement sollicité pour un rendez-vous commercial, pour te faire une démo. Et on voit aussi du coup que les gens ne souhaitent plus vraiment remplir ces formulaires de peur d'être harcelés par la suite. Et ils préfèrent finalement consommer du contenu en libre service. J'ai pas, Eux-mêmes, c'est 43% des marketeurs, tu disais dans ton. Donc, c'est un chiffre qui est issu d'ailleurs d'une étude, Les clés de la performance commerciale en 2024 de HubSpot. absolument. 43% des marketeurs qui trouvent que effectivement c'est beaucoup plus difficile de générer des leads désormais. Ouais, ouais, tout à fait. C'est difficile et on a 75% des gens qui ne veulent plus remplir un formulaire pour accéder à du contenu. Donc, ils veulent consommer du contenu en libre service. Et puis, une fois qu'ils se sont fait un petit peu leur opinion, c'est eux qui décident quand ils prennent contact finalement avec une entreprise ou avec un commercial.
Alors, tu citais, alors on va pas évidemment passer tout le live à mettre, à parler à donner des chiffres parce que enfin, on va inonder tout le monde. Mais il y a quand même un facteur qui est quand même assez, déterminant, c'est que, les millennials et les zoomers représentent désormais 64 des acheteurs. Donc il y a peut-être aussi une dimension un peu générationnelle, je ne sais pas si on peut l'appeler Démographique, ouais. Ouais, ouais. démographique. Effectivement, ça a un impact assez important. Aujourd'hui, ils font, très fortement partie des prises de décision Mmh. et donc il faut s'intéresser à leur comportement, à ces millennials, comment ils agissent. Ils sont digital natives, donc effectivement, ils sont, très habitués à trouver par eux-mêmes l'information, à engager des conversations si besoin au travers de chatbots. Ils veulent de l'instantanéité, et puis surtout, on se rend compte qu'ils sont beaucoup moins friands justement des sollicitations, heu, on va dire plutôt intrusives, non qualifiées et pour, beaucoup d'entre eux, ils souhaitent même, finalement avoir un parcours d'achat qui met complètement de côté le commercial. On a des chiffres aussi là-dessus. Hem et donc, quand on comprend ça, effectivement 64 des décideurs B2B qui sont désormais des millennials, on comprend mieux aussi pourquoi on a cette réaction, de la part des prospects en B2B, qui veulent, voilà, rester tranquilles et finalement, chercher par eux-mêmes, sur différents canaux, demander à leur communauté. Ils sont aussi, très influencés par leur communauté. Est-ce que tu dirais qu'il y a un avant et un après Covid? Ah forcément, bien sûr, ça s'est accéléré. Oui, oui. Mmh. Il y avait déjà une tendance, hein, ça fait quand même un moment enfin, ça fait très longtemps même on n'aime pas être sans arrêt, harcelé par des commerciaux et surtout avec une approche qui n'est pas du tout personnalisée. Ça, c'est pas nouveau. Mais effectivement, je pense que de toute façon, beaucoup de choses se sont accélérées avec le Covid, et donc forcément, bah, ça s'est amplifié et puis, bah, ces millennials, encore une fois, ils ont pris, quand même, beaucoup plus le pouvoir. Alors, moi, je pose une question, en fait, à l'audience, c'est est-ce que c'est ce que vous constatez vous aussi? Est-ce que dans vos entreprises, vous constatez qu'on a de plus en plus de difficultés, effectivement, à avoir les gens au téléphone? Donc n'hésitez pas à nous dire, au téléphone si c'est des comportements que vous avez observés. Moi, je réponds: «Oui», effectivement. De mon côté, je réponds. Alors il y a quand même, on va le voir, des tactiques justement pour contourner, en fait, cet obstacle et arriver effectivement à mettre en place un nouveau parcours de la vente B2B, c'est ce dont on va parler. Euh, Chez HubSpot, vous faites un diagnostic qui est que, corrige-moi si je me trompe, finalement, on peut identifier deux typologies de ventes dans un cadre d'un parcours d'achat en fait B2B. Le côté, enfin les ventes qui sont relativement simples, où là, le nouvel acheteur B2B va vraiment rechercher du self-service, acheter directement comme sur une plateforme, de e-commerce, comme on fait sur Amazon. Et puis la vente de valeur qui là, nécessite effectivement d'échanger avec le client. Oui, tout à fait. On constate, une polarisation du parcours d'achat et on voit donc, cette montée en puissance, cette volonté de finalement, mener tout son parcours en autonomie, de manière anonyme et en libre service et voire même d'aller, contractualiser, acheter en ligne. C'est plus un frein aujourd'hui en B2B. C'est pour ça d'ailleurs que le e-commerce se développe énormément en B2B. Et là, bah, le commercial, il a finalement peu d'impact, peu de valeur, mais il doit rester disponible si toutefois, effectivement, le client, à un moment donné, émet le souhait de rentrer en contact avec les équipes. Mais oui, on constate de plus en plus, ces parcours en libre service et sinon, on va avoir en face des, parcours plus, on va dire, à vente valeur, où là, on est sur une problématique très complexe, on est sur, des cycles de vente plus longs, avec beaucoup plus de décideurs impliqués dans la prise de décision. Et là, effectivement, bah, le commercial a beaucoup plus de valeur à apporter à ce type d'achat. C'est généralement sur des ventes plus complexes, des comptes plus complexes à adresser. Alors sur la partie, je dirais, vente de plateformes, par exemple, typiquement d'outils et cetera, on voit bien effectivement, alors, à HubSpot, vous êtes bien placé pour le savoir, qu'effectivement, il est tout à fait possible d'imaginer en fait un parcours comme ça en self-service. Est-ce que, tu vois ça aussi du côté des services?
et non plus cette fois-ci des outils, je Les dirais, produits. Mmh. dans le domaine B2B. Est-ce que tu as des exemples que tu peux citer d'entreprises qui ont mis en place des choses un petit peu de ce type-là? Ben, tu vois, typiquement, je pense à Kunto. Aujourd'hui, en fait, tu peux ouvrir un compte, bancaire professionnel, sans même parler à qui que ce soit. Pour le coup, je l'ai expérimenté en plus, et c'est vrai que Ouais, les banques en ligne sont c'est effectivement très plus simples. efficace, c'est finalement très efficace, et tu as pas toujours besoin, quand c'est bien balisé, quand le parcours est bien fait, effectivement, tu as pas forcément toujours besoin de parler à un commercial ou à une équipe, de l'entreprise. Donc ça, AWS aussi, tu peux acheter, du stockage, finalement de manière assez simple, sans jamais parler à personne. Enfin, c'est pourtant, des secteurs, des activités qu'on voyait pas tout de suite forcément en libre service, quoi. Ouais, et tu me parlais d'une agence, Ouais. aussi de contenu qui est enfin une agence créative qui avait Agence créative, effectivement, où tu c'est parles à bien. personne, tu achètes un forfait en illimité et puis tu envoies tes briefs et tu échanges comme ça avec les créatifs. Et donc effectivement, il y a quelques années, je l'aurais pas forcément envisagé. Mais est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir un impact organisationnel dans les sociétés? Je pense au niveau des sales. Oui, je Est-ce pense. que Alors après, l'idée, ça ne veut pas dire qu'il va falloir se séparer de tous les commerciaux ou les remplacer par des robots, hein. Mais effectivement, par contre, ça pose la question de où est-ce qu'il faut mettre leur temps, leur énergie, les ressources. Et effectivement, il faut plutôt penser, focaliser, ces ressources commerciales sur des comptes à haut potentiel qui mettent du temps à travailler parce qu'on le disait tout à l'heure, beaucoup d'interlocuteurs, une complexité dans l'organigramme, dans le processus d'achat, ou vraiment une technicité particulière. Et puis évidemment, dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on attend du commercial? Bah, c'est qu'il soit pertinent, qu'il sache de quoi il parle. Enfin, aujourd'hui, les gens, ils veulent, comme ils veulent de l'instantanéité, ils savent trouver les informations par eux-mêmes. C'est vrai que quand ils rentrent en contact avec une entreprise, que ce soit d'ailleurs même pas forcément au travers des commerciaux, mais même sur un site web, eux, ils veulent pas, passer leur temps à chercher partout l'information ou cliquer sur, «Contactez-nous» et attendre qu'on les recontacte 48 heures après. Non, non, ils veulent engager des conversations au travers des chatbots. Ils veulent, trouver tout de suite l'information. Enfin, les expériences de oui, les recherche chatbots, ils beaucoup. sont preneurs? Parce qu'on imagine que c'est des outils qui marchent bien en B2C évidemment, mais en B2B, tu considères. Absolument. Ouais, Ouais. ouais. Et d'ailleurs, on digresse un peu, mais dans cette phase de maturation justement, heu, les chatbots, remplissent un rôle extrêmement important parce ils vont permettre de manière non intrusive de pouvoir, répondre à certaines interrogations, se dire: «OK, finalement, bah, on avance dans le processus, pas besoin de mettre en contact avec un commercial» et finalement, on peut même aller jusqu'à donner un lien de paiement, ou renvoyer vers, le site e-commerce si on se rend compte que finalement le client est prêt. Donc les chatbots aujourd'hui, effectivement, sont une des solutions, pour pouvoir, qualifier au mieux, accompagner au mieux, baliser au mieux ce parcours, surtout dans cette phase de maturation, pour atteindre ce pivot décisionnel et identifier si, voilà, on va sur du libre service ou si on va vers un contact commercial. Donc nous, en tout cas, Alors on voit le développement des chatbots, en plus renforcé à l'IA, donc quels sont enfin, dans ce contexte, comment réinventer là, en fait, la prospection commerciale? À HubSpot, vous identifiez en fait 3 pistes, hein, les données, l'automatisation, l'intelligence artificielle. Déjà, on va commencer par ça. Après, on aura d'autres en fait à soumettre, nous, de notre côté. ouais, ouais, Alors ouais, bah, déjà la première piste, c'est ce que je disais, c'est d'essayer de comprendre, d'analyser les signaux faibles, les comportements pour comprendre ce que veut le client. Finalement, c'est de se mettre au rythme du client, c'est de répondre à l'intention du client. Donc pour ça, faut essayer d'analyser un peu ce qu'on perçoit et les comportements de ses clients et pouvoir mettre à disposition du coup toutes les ressources nécessaires. Donc ça veut dire pour les équipes marketing aussi mettre les bons contenus nécessaires à faire avancer dans cette réflexion, mais au bon moment. Les chatbots sont effectivement une des réponses à mettre en place. Et puis aujourd'hui, les chatbots, je disais, avec l'IA, tu n'as même plus besoin de toi-même tout écrire, tout mettre à disposition du chatbot. Finalement, le chatbot va aller scanner tes sites web, toutes tes ressources et lui-même finalement trouver les réponses tout seul. Et puis après, on va avoir effectivement pour les commerciaux toute cette digitalisation des process de vente qui vont véritablement leur permettre d'être plus pertinents, d'être plus efficaces.
Aujourd'hui, on digitalise beaucoup ces fameuses sessions de prospection avec des séquences de prospection digitale qui permettent tout simplement de faire plus en moins de temps, de manière plus efficace, et puis peut-être aussi de faire gagner du temps aux équipes commerciales sur des tâches répétitives qui sont nécessaires, mais qui ne sont pas tout de suite forcément génératrices de valeur, en tout cas à court terme. Mais tu penses à quoi? Est-ce que tu fais référence en fait aux emailing, typiquement, enfin notamment ou, bon, je pense que tu fais référence au workflow et aux séquences typiquement Ouais, aux séquences, par exemple, pour les commerciaux, effectivement, mais on va et pouvoir les aider dans l'orientation, en fait, de la prospection, à savoir si c'est plutôt des comptes à fort potentiel, où il faut mettre l'accent et où il faut vraiment les prospecter. Ça va leur permettre de vraiment identifier où est-ce qu'ils doivent mettre le plus d'énergie et à quel moment surtout. est-ce qu'il n'y a pas sur l'automatisation, alors nous on en fait beaucoup, enfin, on en fait, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, je dis ça pour dire, voilà, effectivement de fatigue. C'est-à-dire que alors typiquement, nous on n'en fait jamais sur la prospection, dans le dur, Mmh choses mh. comme ça parce que vraiment c'est, très, très agaçant et il y a beaucoup en fait, enfin beaucoup de sociétés ont automatisé en fait leur sales. Est-ce qu'il n'y a pas un risque effectivement d'attrition un petit peu aussi de cette méthode pour, prendre contact avec des prospects, parce qu'on est, voilà, on est pilonné par des mails commerciaux et quand on sait que quand on en reçoit un, on va en recevoir 2 ou 3 derrière. Mmh mh. Donc On revient à la même problématique, ça dépend de la pertinence, de la personnalisation, et effectivement, si automatisation ne veut pas forcément dire du coup, fait n'importe comment et à n'importe quel moment. D'où l'importance de la donnée, effectivement, tu l'as évoqué, c'est de pouvoir, hem délivrer le bon message sur la bonne personne et surtout au bon moment. Donc, on va lancer des séquences de prospection selon certaines typologies de comptes ou certaines données qui sont en notre possession, pour se dire: «OK, on détecte quand même, une intention, donc on va s'adresser à des intentionnistes». C'est déjà très différent. Automatiser, pour nous, c'est plutôt dans l'idée de gagner en efficacité sur des tâches répétitives. Et puis de pouvoir s'appuyer du coup surtout, sur la donnée et d'utiliser l'IA aussi, pour pouvoir monter à l'échelle, en fait. alors on a Raphaël, hein, salut Raphaël, qui nous dit, qui nous demande quelles sont les particularités des cibles B2B sur les services et produits complexes à forte valeur ajoutée. Alors, Raphaël qui est de PwC. Alors sur plusieurs dizaines de milliers d'euros, l'occasion pour moi de citer un chiffre qu'on n'a pas cité tout à l'heure et qui m'a frappé d'ailleurs, dans l'étude HubSpot que vous avez publiée. 31 des professionnels confient avoir conclu des transactions significatives, plus de 455 000 €, sans jamais avoir rencontré leur acheteur en personne. C'est fou, c'est dingue, hein. Sur ces montants-là, là franchement, là j'étais quand même assez, sidéré. Alors Heu, j'ai pas le détail du deal, hein, mais alors qu'est-ce que comment tu vois effectivement les particularités des cibles B2B? On en a un peu parlé au début, peut-être que ouais. Raphaël tu viens de nous rejoindre, mais La particularité, c'est que, d'une manière générale sur on va dire plutôt les grands comptes, sur les ventes complexes, les cycles sont beaucoup plus longs aujourd'hui. Et il y a de plus en plus de décisionnaires. Ils étaient 5 en 2014, je crois. Ils sont, en moyenne 11 aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est aussi pour ça que ça ralentit, le process, parce qu'il faut, pour le commercial, être en capacité d'adresser, tous ses interlocuteurs et puis surtout selon, ses problématiques spécifiques. Hem, je pense que c'est quand même des contextes assez particuliers où ces deals de plusieurs dizaines de milliers d'euros se font total en libre service. Je pense quand même qu'il y a un travail préalable, il y a une connaissance, en tout cas quand même, je pense, entre le fournisseur, et la marque. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, les freins se sont levés quand même sur des ventes assez complexes, de pouvoir, mener ces discussions, ces échanges commerciaux en digital. Ça ne veut pas dire que tu sors ta carte bancaire à la fin, je suis pas sûre. Mais en revanche, le digital a pris une place extrêmement importante dans ces relations, commerciales, même très complexes. On rencontre pas tout de suite, même en physique, un commercial finalement.
Il y a beaucoup de rendez-vous qui se font comme ça en Zoom et déjà ça a aussi beaucoup changé depuis le Covid. Alors, tu évoquais donc, la donnée, on a évoqué l'automatisation, on a un peu parlé d'intelligence artificielle, mais comment tu vois l'intelligence artificielle nous aider dans ce contexte-là? Bah, déjà, l'intelligence artificielle, elle va aider, les équipes marketing, pour créer des contenus. Parce que finalement, tes clients, ils sont sur de plus en plus de canaux différents, et ils attendent une expérience cohérente surtout, sur l'ensemble de ces canaux. Donc ça demande aux marketeurs de créer de plus en plus de contenus, souvent avec des ressources, moins importantes qu'avant, hein, faire plus avec moins et là, l'IA est un véritable boost finalement pour ces équipes parce que, enfin aujourd'hui et d'ailleurs ça va m'en parler, mais on a lancé Content Hub qui est donc une nouvelle solution vraiment pour créer, manager, tous les contenus et faire face à ce besoin croissant, de création de contenu et là, l'IA va te permettre de créer facilement un blog, un site web, mais aussi de créer les articles de ton blog. Donc fini le syndrome de la page blanche, hein. Tu peux, très rapidement avoir des insights, apportés par l'IA. Elle peut rédiger ton article, et puis surtout après on pense aussi optimisation parce que, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, c'est des ressources de créer des contenus, donc il faut essayer de les optimiser au maximum. Ben, on a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Content Remix et qui va te permettre de partir d'un contenu existant et te dire voilà, de ce contenu, je voudrais en faire un autre article, un blog, un post pour les réseaux sociaux, une landing page et voire même on peut aujourd'hui en faire une version audio. Donc ça va transformer ton article rédigé en du coup un contenu audio que tu peux après utiliser sur différents canaux. Donc ça peut être une, forme d'assistance pour, une content factory, qui peut t'aider en Absolument. fait à aller, un peu plus vite dans la production de contenu. On peut générer des images, enfin on peut générer vraiment beaucoup de choses aujourd'hui grâce à l'IA, effectivement, ouais. Ça vous alors on va y revenir, c'est sur la partie, sur effectivement, les évolutions d'HubSpot. On va y revenir dans quelques minutes, et je te poserai la question du coup, que j'ai. Mais effectivement, toujours dans l'étude, qu'on a citée tout à l'heure, sur effectivement les nouveaux modes de commercialisation en 2024, j'avais relevé un chiffre. Ah, j'ai dit qu'on n'allait pas mettre que des chiffres, mais en fait, il y a quand même des trucs intéressants, faut le dire. 19% des acheteurs B2B sont plus susceptibles d'accepter une demande de mise en relation avec une équipe commerciale après avoir pris connaissance de content marketing, en fait, de contenu Oui. intéressant. Et ça renvoie à une autre étude qu'on regarde régulièrement, qui est une étude proposée par Edelman et LinkedIn tous les ans. Mmh. Et il y a un chiffre qui est une question qui est régulièrement posée et avec un chiffre qui toujours me fascine, qui est le suivant. Enfin, c'est 2 chiffres pour être plus exact. Là, en l'occurrence, en 2024, sur l'édition 2024, on a 38 des gens qui produisent du content marketing qui pensent que ça peut, éventuellement les aider, ce contenu, en fait, à, être intégré dans des RFP. Seulement 38. Mais quand on pose la question aux marketeurs, aux acheteurs, on se rend compte que 86 des marketeurs disent que oui, une entreprise qui produit des contenus de qualité, Mmh. et bah, ils sont susceptibles de l'intégrer dans des RFP. On ne mesure généralement pas l'efficacité de la qualité des contenus qu'on est susceptible de L'impact, produire. ouais. Mais parce Est-ce que que ça, tu en fait, évalues, les l'efficacité marketeurs, de on ces est on est, un peu moins, mais on est quand même très obsédés par, la génération de leads et donc on a le sentiment finalement d'avoir de l'impact avec nos contenus quand quelqu'un remplit un formulaire et nous donne ses données, pour y accéder. Sinon, quand on est pas capable de traquer, effectivement, bah, on ne sait pas trop finalement l'impact que ça peut avoir. Mais c'est pour ça qu'il y a aussi toute cette tendance finalement de plus faire de la lead gen, mais de la demand gen. Il faut petit à petit essayer de lâcher le formulaire, d'accepter de délivrer son contenu de manière gratuite et complètement ouverte. Et si le contenu est de qualité,
effectivement, ça va avoir un impact et on le voit en plus, les gens ne veulent plus remplir de formulaires, ils veulent consulter du contenu, mais ils veulent consulter du contenu de qualité et donc effectivement, je ne doute pas que ça ait un impact après sur les décisions d'achat si c'est bien fait. Alors, ça m'inspire 2 questions importantes. Marion, on va venir à ta question juste après dans la troisième partie sur, effectivement les nouvelles fonctionnalités, qui ont été, publiées, début mai, sur la plateforme HubSpot. Heu, 2 questions importantes. D'abord, oui, premier, on parle souvent du serpent de mer justement, enfin ça devient un serpent de mer, en tout cas, c'est quelque chose qu'on voit un peu partout. Il faut passer de la lead gen à la demande gen. Mmh. Concrètement, ça veut dire quoi pour toi? On a C'est notre réponse, mais je veux bien t'entendre. une excellente question. En fait, c'est revenir à ce qu'on faisait avant, c'est travailler sa marque, en fait. C'est de pour moi, enfin, ma vision, c'est que la lead gen, On n'a pas dit mieux. tu vas capturer finalement, des leads, des gens intentionnistes qui s'intéressent à toi, mais pour moi, c'est de la capture finalement. Mais tout ce qui se passe plus haut, pour faire venir les gens à toi, c'est ta marque. Donc c'est, bah, se remettre à faire des contenus de qualité, à parler de ta marque, à te positionner, et puis surtout à démontrer ta proposition de valeur, au travers de cas concrets, de business case ou ce genre de choses. Mais on n'a rien réinventé, je trouve. C'est juste une manière de dire, «Eh, au-delà de vraiment de se concentrer à capturer du lead, faudrait peut-être faire en sorte que les leads soient intéressés pour venir à toi et donc, bah, faut faire de la demand gen». Et là-dessus, moi, je complète. Alors, on l'a pas dit, je l'ai pas dit. Effectivement, tu vois, j'ai pas travaillé ma marque au début de ce live. Nous, donc moi, je dirige Story Jungle. On est une agence partenaire de LinkedIn, donc on connaît bien en fait effectivement les datas de LinkedIn. Ils ont des études qui montrent de façon très très claire que quand tu couples une campagne de brand content ou en tout cas une campagne sur ta marque avec une campagne de lead gen, tu as des effets sur ta génération de leads qui Mmh. sont vraiment potentiellement spectaculaires. C'est-à-dire, en fait, tu peux aller jusqu'à x4. Bon, nous, on observe plutôt x3. Mais globalement, on peut vraiment avoir un vrai différentiel, y compris sur les leads qu'on va générer quand on travaille sa marque et donc quand on travaille effectivement la demande gen. Donc, ça passe par les contenus et ça passe par effectivement l'établissement des preuves, l'établissement de la marque et aussi vraiment le saut de leadership qui est un mot valise, mais à réussir à catalyser en fait les discussions, les débats sur son marché. Bah, tu Donc, vas prendre de la t'intéresser, hauteur. voilà, forcément plus naturellement à une marque qui t'a permis de grandir un peu, d'alimenter ta réflexion, de d'analyser ta problématique, et tu t'es pas encore vraiment même intéressé à ses produits, mais en tout cas, forcément, tu vas l'avoir, en tête, quand tu vas commencer à t'intéresser aux produits potentiellement, disponibles sur le marché. Parce que cette marque, elle t'a accompagné justement très en amont dans ta réflexion. Donc oui, enfin pour moi, c'est crucial. Tout ce qui est saut de leadership, tout ce qui est vraiment création de contenu et de qualité, c'est d'ailleurs là où il faut faire attention avec l'IA, c'est que c'est très bien, ça peut C'est ça. vraiment permettre de gagner en efficacité, mais ça remplacera jamais, en tout cas, effectivement l'apport, humain, dans toute cette démarche. Alors, deuxième question, deuxième serpent de mer. On parle beaucoup de l'alignement marketing-vente. Oh! Qu'est-ce que c'est Ouais, très l'alignement longtemps, oui. marketing-vente pour toi et pour vous à HubSpot? Écoute, j'adore ce sujet de l'alignement commercial et marketing. Alors du coup, je l'ai pas forcément dit, mais moi j'ai un parcours très, sales et marketing justement. Tu as été effectivement à Samsung, en charge du marketing B2B, hein, c'est bien ça? Ouais, alors chez Samsung, j'étais directrice, marketing B2B, mais j'ai été sales chez un éditeur. J'ai eu pas mal d'activités commerciales en agence, enfin bon bref, j'adore l'idée d'avoir, eu ces différentes vies. Mais donc effectivement, j'ai mis le pied sur le terrain du marketing et du sales et effectivement, j'ai toujours constaté cette guerre infernale. En fait, c'est, de moins en moins vrai, je trouve, même si c'est pas un sujet facile. Pourquoi les équipes, sont pas vraiment alignées? C'est pas qu'elles veulent pas s'entendre, c'est juste qu'elles n'ont pas forcément déjà, une bonne visibilité du métier de l'autre, que les objectifs sont pas toujours partagés.
finalement. Tu vois, quand souvent on va objectiver le marketing sur justement le nombre de leads générés, on est assez loin finalement des objectifs des commerciaux sur le revenu généré. De plus en plus, je trouve, maintenant on objective les services marketing sur le revenu généré. Et donc, ce qui fait que forcément, à un moment donné, il faut mieux comprendre l'activité commerciale, comment tu peux vraiment aider les équipes commerciales à générer plus de pipeline, à accélérer les deals, à augmenter ton panier moyen et tout ça. Travailler les clients pendant les RFP, en faisant Exactement. le congress marketing, des choses comme ça. Aider les commerciaux à mieux comprendre les problématiques ce que nous on appelle en tant que bon marketeur les personas. Voilà, donner les bons contenus pour accompagner, engager des nouvelles conversations. Donc finalement, ces deux équipes devraient vraiment bien s'entendre, puisqu'en fait, elles poursuivent le même objectif d'accompagner la croissance et de servir le client. Mais c'est vrai que les objectifs en tant que tels des équipes ne sont pas toujours alignés, ce qui crée parfois ce désalignement. Et puis, il y a un autre sujet, c'est que pour être aligné, il faut aussi que les équipes soient alignées sur les mêmes outils, les mêmes processus et les mêmes données. Et c'est hyper important pour les équipes commerciales d'avoir accès aux données des étapes précédentes, des interactions qu'il y a pu avoir avec les contenus marketing, les activités marketing. Ça vient encore une fois engager des nouvelles conversations, nourrir les conversations. Donc, en tout cas, c'est le positionnement d'HubSpot, c'est justement d'aligner ces différentes équipes marketing, sales et aussi service client, parce que c'est toute l'expérience client, autour donc de ces processus et de cette donnée client. Au passage, j'ai vu que dans l'étude qu'on citait tout à l'heure, effectivement, une des recommandations, c'est d'alléger, donc de HubSpot, hein, d'alléger l'environnement technologique. Je trouve que c'est assez fort comme proposition. À un moment où on est en train d'acheter des outils un peu partout, il y a beaucoup d'outils qui permettent de faire pas mal de choses et de s'interfacer. Vous vous dites, non, le problème, c'est qu'en fait, les interfaçages ne sont pas toujours systématiquement Ouais. hyper réussis. Et donc, il faut réussir à effectivement aller sur peut-être un peu moins d'outils, un peu de frugalité, Ouais. de sobriété technologique, mais des outils qui sont plus complets, qui sont plus efficaces. Ouais. Oui, absolument, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de solutions aujourd'hui disponibles sur la sales tech, Martech et tout ça, mais on se perd un peu déjà, et puis du coup, parfois, il faut aller dans différentes solutions, différents outils, finalement, pour avoir accès à différents niveaux d'information. Et c'est pas les mêmes en plus avec les équipes marketing et les équipes sales, ce qui crée finalement cette disconnexion. Donc oui, nous, on prône plutôt le plus possible de rationaliser et d'aligner les équipes donc sur toutes ces informations et sur toute cette donnée. Ouais. Alors, passons en fait à effectivement cette release. Donc, vous appelez ça Spotlight, c'est ça? Ouais, bah, en fait, il y a beaucoup de nouveautés souvent chez HubSpot et donc Ouais. c'est vrai que parfois les clients s'y perdent un peu et donc pour les clients qui nous connaissent bien et qui suivent pas mal nos actualités, du coup, toutes les nouvelles, solutions et nouvelles fonctionnalités ont été lancées en même temps, sous une campagne qui s'appelle Spotlight, avec un site dédié, pour pouvoir accéder justement en un coup d'œil à toutes ces nouveautés. Et on a lancé donc une nouvelle solution Content Hub, on a lancé une nouvelle version de notre Service Hub, là plutôt pour les équipes support et Customer Success. On a également renforcé Commerce Hub. Tout à l'heure, on parlait de mécanique d'e-commerce. Voilà. Et donc, on peut retrouver toutes ces nouveautés donc sur le site Spotlight. Ouais, il y a Thierry qui d'ailleurs nous donne un exemple effectivement de l'IA avec HubSpot, effectivement, avec un générateur d'idées de blog. Alors, avant de parler de Content Hub, un mot sur l'interface, la synchronisation, pardon, entre LinkedIn et HubSpot, et plus précisément entre Sales Navigator et HubSpot, qui permet désormais de... Et effectivement, ça fait longtemps déjà qu'HubSpot est partenaire de LinkedIn et est très bien placé pour le savoir. On peut aujourd'hui gérer toutes ces campagnes LinkedIn Ads depuis HubSpot, du coup vraiment mesurer le ROI de ces actions. Et aujourd'hui, on peut vraiment aussi beaucoup plus finement travailler l'attribution du revenu à telle typologie de campagne. Et Totalement clé. effectivement, pardon? Ce qui est totalement clé. Si ce chantier n'a pas encore été lancé chez vous, lancez-le. C'est vraiment important de savoir d'où vient effectivement le chiffre Les d'affaires. revenus. Mais tu te rends compte que parfois, c'est pas une question
capacité technologique à le faire, c'est que c'est parfois un sujet assez politique, même en interne, Voire d'identifier philosophique. d'où vient vraiment le revenu. Mais oui, oui, c'est Il crucial. y a plusieurs modèles, il y a un modèle à choisir effectivement. Est-ce que c'est le Ouais, premier contact qui, il faut mettre le poids sur le premier contact? Est-ce que c'est le dernier contact? Est-ce que, ou alors il y a des modèles en W, enfin il y a plein de modèles possibles et là, il faut choisir le bon, il faut le négocier, ouais, et puis effectivement ensuite, il faut essayer de le mettre en œuvre parce qu'il y a quand même une dimension, pour le coup un peu technique. Il y a un peu de travail pour réussir à bien faire remonter effectivement, d'où vient le chiffre d'affaires en fait. Ouais. mmh. Et donc, effectivement, on a maintenant une synchronisation bidirectionnelle, donc HubSpot avec, LinkedIn Sales Navigator. On parlait tout à l'heure de comment, réinventer cette conquête commerciale, comment accompagner les commerciaux. Évidemment, le social selling est un énorme sujet, pour augmenter, améliorer la performance commerciale. Et donc aujourd'hui, on peut vraiment gérer, toutes ces activités, Sales Navigator depuis HubSpot. Donc ça veut dire, consulter les contacts Sales Navigator, importer les contacts dans ton CRM, envoyer directement depuis HubSpot des emails et des campagnes automatisées depuis HubSpot. Et tu vas avoir accès évidemment à plein d'informations. Ça va te recommander des leads similaires que tu pourrais contacter. Ça va te donner des idées d'icebreaker en fonction du profil que tu cherches à toucher. Donc vraiment, aujourd'hui, on peut gérer toute son activité social selling avec Et LinkedIn Sales Navigator depuis HubSpot. Et le truc hyper fort, c'est, tu peux voir si la personne a changé de poste, Ouais, et cette synchronisation, elle est quand même essentielle. Ça te permet vraiment de pouvoir, suivre, de pouvoir suivre absolument. l'ensemble des profils de ta base CRM dans l'ensemble de leurs fonctions, de mettre à jour, en fait, les contacts, Mmh. dont on Et ça dispose. bouge très vite et c'est vrai qu'on disait tout à l'heure, la donnée est cruciale, aujourd'hui pour être, pertinent, personnalisé et tout ça et donc c'est vraiment, crucial pour les commerciaux d'avoir accès à cette donnée, l'enrichissement de cette donnée dans le CRM en temps réel, up to date, pour pouvoir, vraiment prospecter de manière, très personnalisée et pertinente. Et alors sur le Content Hub, alors quelles sont les nouvelles fonctionnalités que tu proposes? Alors on va pas toutes les lister, mais quand même il y a Non, 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 bah, on a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure. Effectivement, c'est de pouvoir créer très facilement finalement des blogs, des et podcasts aussi. pardon? Des podcasts Podcast aussi, ouais. en Ouais, lisant ouais. en fait un article, hein, en choisissant Oui, la parce que voix. du coup, tu peux transformer un article rédigé donc, en format audio et tu as effectivement la fonctionnalité podcast pour pouvoir le diffuser après, directement dans le bon format sur les plateformes, de podcast. Tout à Et fait. la gestion d'une librairie de contenu. Alors, effectivement, parce que Content Hub, tu vas avoir la partie création de contenu et la partie management de contenu. Petit à petit, on va aussi, finalement vers, la création d'une solution DAM, Digital Asset Management, donc vraiment pouvoir, héberger toutes tes vidéos, héberger tous tes assets digitaux, parce que qui dit, créer beaucoup de contenu pour plein de canaux, à un moment donné, tu as besoin d'avoir une vue centralisée, et tout faire au même endroit finalement, de manière cohérente et rationalisée. Donc oui, tu as une partie Oui. création et une partie management. Ce qu'effectivement, ce qu'on appelle la DAM, donc effectivement, Mmh. c'est qui permet de gérer en fait l'ensemble des contenus. C'est le nerf de la guerre pour, la création, le développement, le management d'une content factory, en fait. Oui et puis, tout le processus de création de contenu, ça peut être assez complexe, et qui doit approuver tel contenu, enfin toute la partie gouvernance, effectivement, du coup, se trouve dans la partie management de Content Hub. Sur la partie création, On n'en est pas encore complètement là, hein, c'est ça? non, Non, pas il y a encore. il y a déjà des choses en place C'est le et sens. effectivement, je pense qu'HubSpot va du coup, dans ses nouvelles fonctionnalités, dans ses nouvelles annonces à venir, évidemment venir renforcer aussi cet aspect-là qui est crucial, pour optimiser toute le processus de création de contenu, dans les entreprises. Pour les fonctionnalités un peu sympas à citer, on a Brand Voice aussi, qui, du coup, te permet, comme on peut très facilement créer des nouveaux contenus, bah, il faut quand même maîtriser un peu la tonalité de ces contenus et donc tu peux décider, bah, de la tonalité de ta marque, voilà, selon certains critères très austères ou très sympas, voilà et donc ensuite tous les contenus qui vont être générés seront générés, selon cette brand voice que tu auras du coup, déterminée, en amont. Et du coup, moi, j'en viens à la question de Marion. Quelle est la question de Marion? Quel budget? Ça coûte combien?
Alors, j'ai pas tous les chiffres en tête là aujourd'hui, mais tu as différents, forfaits évidemment selon, starter, pro, enterprise, selon le nombre de sites aussi que tu vas avoir et les fonctionnalités, plus ou moins étendues évidemment, selon les packages et Mais et techniquement, alors, pour ceux qui sont abonnés à HubSpot, c'est un nouvel univers. Enfin, on a donc sales, service, marketing et cetera et donc là, c'est un nouvel univers. Enfin, il faut en fait, tu faut peux prendre avoir un abonnement supplémentaire. en fait, on avait Marketing Hub. Tu peux avoir Content Hub tout seul, et tu peux avoir le bundle Marketing Plus qui, en fait, est le Marketing Hub et le Content Hub, voilà, ensemble. Donc, effectivement, j'invite Marion, du coup, à aller voir un peu le détail, sur notre site et puis surtout de demander une démo parce qu'il y a des trucs assez sympas à voir. Voilà, alors, merci beaucoup Virginie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en fait à nous les poser. Tu disais que la prochaine, d'ailleurs on finit peut-être là-dessus, la prochaine release c'est en septembre avec un axe. Bah, tu sais qu'en septembre, on a notre gros événement Inbound à Boston, qui est vraiment l'événement de référence de HubSpot, qui attire plus d'une dizaine de milliers de personnes. Et effectivement, ce sera le prochain grand temps fort pour pas mal de nouveautés à venir assez intéressantes. Petit teasing. Bon, alors, on va être patient, mais Ouais, déjà on il y va a. les donner, il y aura des choses sur la donnée. Voilà. Alors, donc Marion qui nous pose la question, est-ce que l'outil va plus loin qu'un simple chat GPT? Ouais, bien sûr, évidemment, rien à voir. En fait, on part du On a pré-modélisé, si tu veux, les prompts pour rendre ça très facile pour un usage métier. Mais évidemment, ça va bien au-delà qu'un simple outil GPT, mais surtout, c'est intégré à ton CRM. Donc, ça se fait aussi dans ton environnement de travail et avec tes ressources qui sont déjà disponibles dans ton CRM. Je ne parle pas que de Content Hub, hein, mais toute l'IA, en tout cas dans la plateforme HubSpot. Allez, une petite dernière question. Alors, en fait, là, c'est une question un peu vacharde parce que tu pourrais passer 20 minutes dessus, mais essayons d'être hyper synthétique pour laisser tout le monde aller manger. Peut-être que d'ailleurs, des gens sont en train de manger en ce moment et on leur souhaite bon appétit. De votre côté, chez HubSpot, comment vous avez changé votre commercialisation dans le contexte que tu décris et peut-être avec les outils que vous êtes en train de mettre en place? D'ailleurs, est-ce que vous avez testé des choses pour vous, donc issues du Content Hub? Voilà. Alors, plusieurs réponses. Effectivement, je pourrais y passer 20 minutes, mais on va faire court. J'ai On prévenu. Question vachard, j'ai prévenu. On utilise nos propres solutions, Ouais. effectivement. Donc, voilà, déjà. Les commerciaux utilisent aussi toutes les fonctionnalités qu'on a un petit peu évoquées tout à l'heure pour orienter, prioriser leur prospection en fonction de comptes qui sont identifiés par l'IA comme plutôt à fort potentiel ou moyen ou peu d'intérêt, par rapport à des fits, des scores d'entreprise, voilà, qui te permettent de prioriser. Nous aussi, on a pris en considération ce besoin d'autonomie et de cette demande de libre service. Et donc, de plus en plus, une partie de nos offres sont vraiment dédiées à des parcours en libre service sans interaction totale avec nos commerciaux. Et puis après, il y a des changements aussi en termes d'organisation des équipes. On parlait tout à l'heure d'alignement commercial et marketing. L'équipe marketing qui, par le passé, était très focusée génération de leads, beaucoup de volume, on est une grosse machine inbound, évidemment, à générer du lead. De plus en plus, notre rôle est d'accompagner les équipes commerciales sur tout le funnel. On est incentivé sur le revenu généré. On accompagne les Ouais. customer success aussi pour aider les clients à mieux adopter, mieux utiliser nos solutions. Enfin, le marketing est vraiment présent sur tout le parcours de vente, d'achat, enfin, selon où on se positionne. Tout ça, ça fait partie des choses qu'on met en place chez HubSpot pour essayer de s'adapter à ce nouveau paradigme et à ces nouvelles attentes des clients. Eh ben, merci beaucoup Virginie, pour avoir partagé toutes ces informations. Alors on te suit bien sûr, sur LinkedIn, et on va suivre, de près, l'actualité de HubSpot et notamment, votre événement qui a lieu en septembre, qui s'appelle déjà? Inbound. Il s'appelle Inbound. Et merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un live dans la jungle de Story Jungle. On fait ça assez régulièrement. Là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait quand même. Très ravi d'en faire un avec toi. Et bonne journée à tous, bon appétit et Bonne à très journée. bientôt. Au revoir.